Merci beaucoup pour cette introduction et merci au fond pour cette invitation. Travaillant principalement sur les interactions entre activité physique et nutrition, c'est toujours un plaisir de venir dans ce type de manifestation. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler d'activité physique. Alors c'est toujours difficile d'arriver et de parler d'activité physique. On a l'impression d'enfoncer un peu des portes ouvertes. Mais néanmoins, on m'a demandé quand même de clarifier certains concepts. Qu'est-ce que l'activité physique exactement? Et je pense que c'est nécessaire puisque effectivement, on a souvent des préconçus, mais il faudrait aller voir un petit peu plus loin pour qu'on ait tous le même langage et pour tous pouvoir comprendre au mieux et interpréter au mieux les résultats du fond qui vont nous être présentés aujourd'hui. Donc, certes, ça peut paraître évident, mais qu'est-ce que l'activité physique? L'activité physique, c'est évidemment tout mouvement de notre corps qui va être généré grâce à une contraction musculaire, d'accord, et qui va nous permettre d'augmenter notre dépense d'énergie. Alors, d'augmenter notre dépense d'énergie, si vous regardez, on a différents composants de la dépense d'énergie, et on peut voir notamment que l'activité physique ne correspond qu'à 20 à 25% de la dépense d'énergie totale. Néanmoins, c'est primordial de le savoir puisque c'est le facteur sur lequel on peut le plus jouer. C'est-à-dire que l'activité physique va pouvoir réellement modifier l'ensemble de notre dépense énergétique quotidienne. Et notamment, on a trop tendance à penser activité physique à travers le sport, ou pour certains patients à qui il faut qu'on prescrive de l'activité physique, c'est vite quelque chose de compliqué, c'est une barrière, alors qu'il est nécessaire de comprendre que l'activité physique, c'est tout ça, c'est les activités de loisirs, c'est nos transports actifs, c'est nos activités professionnelles, c'est les tâches domestiques. Et bien entendu, ça nous concerne aujourd'hui, ça nous intéresse particulièrement aujourd'hui, puisque Amandine va nous retranscrire les périodes de la vie auxquelles correspondent ces activités. Le transport actif, mais surtout l'activité professionnelle, notamment le passage à la retraite. Et donc toutes ces activités doivent être considérées. Quand on parle d'activité physique, ce n'est pas simplement le sport, et vous allez voir que c'est très important. Alors, à l'opposé, pour le moment je vais dire à l'opposé, vous verrez que c'est pas si évident, on a ce qu'on appelle l'inactivité physique. Et l'inactivité physique, il faut être très clair là-dessus. C'est la non-atteinte des recommandations d'activité physique. On m'a demandé de vous passer brièvement les recommandations, on le verra aussi à la fin de la présentation. Les recommandations à chaque âge, ça sera aussi important pour la suite de l'après-midi, mais d'être inactif, c'est ne pas atteindre ces recommandations. Et on a trop souvent tendance à confondre et à faire l'amalgame avec les comportements sédentaires. Les comportements sédentaires, ce sont tous ces comportements qui vont minimiser ma dépense d'énergie, et la plupart du temps, on utilise le temps d'écran ou le temps passé assis pour caractériser, pour définir en tout cas la sédentarité. Alors c'est très important d'être capable de différencier tout ça, puisque quand on veut implémenter une intervention, quand on veut comprendre les résultats d'une intervention, que ce soit à l'échelle de laboratoire ou de santé publique nationale, etc., il faut bien faire la distinction. Je vais illustrer rapidement avec une étude de l'année dernière qui nous permet vraiment de comprendre. Dans cette étude, ils avaient deux groupes d'actifs. Ils ont voulu comparer deux groupes d'actifs avec un groupe qu'ils ont appelé sédentaire. Leurs deux groupes d'actifs, vous aviez un groupe qui courait 20 km par semaine, un groupe qui courait 40 km par semaine et un groupe qui déclarait ne pas courir et ne pas s'engager dans des activités physiques structurées. Néanmoins, ils l'ont appelé sédentaire. Et si vous regardez bien ce que je viens de vous dire tout à l'heure, n'ont-ils pas confondu avec inactivité physique? Effectivement, ce groupe-là déclarait ne pas atteindre les recommandations. Donc aurait dû être classifié d'inactif et non pas de sédentaire. Et c'est très important parce qu'avec le professeur Duclos, on a eu la chance de réanalyser un petit peu et de rediscuter sur tous ces données. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y a deux enseignements qui ressortent principalement de ce re-questionnement de leurs données. Le premier, c'est que quand on regarde, ils ont mesuré par accélérométrie, c'est très fiable, ça mesure tous vos mouvements sur la semaine, le niveau d'activité physique et de sédentarité de ces personnes-là. Et quand on regarde, leurs coureurs qui parcouraient 20 km par semaine, je ne pense pas que tout le monde puisse dire qu'ils courent 20 km par semaine, ça nous paraît quand même pas mal, et en fait, ils n'atteignaient pas les recommandations d'activité physique. Puisqu'on était loin, vous le verrez, des recommandations. Donc, ils étaient inactifs. Et c'est important, on le verra tout à l'heure, puisque les recommandations, il faut faire attention, c'est parfois une barrière ou une marche beaucoup trop importante quand on parle de santé. C'est la première conclusion de cette réanalyse. Et la deuxième, c'est que lorsqu'on regarde de manière objective leur niveau de sédentarité, c'est-à-dire le temps qu'ils passent assis ou devant un écran, les trois groupes ont exactement le même niveau de sédentarité. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des groupes de niveaux d'activité différents, très actifs, à peine actifs et inactifs, et ils ont tous le même niveau de sédentarité. Et ça rejoint très bien ce qui a eu du mal un petit peu à s'imposer dans la littérature, et surtout dans la pratique, c'est ce fameux modèle sur lequel je ne vais pas
tardé longtemps, mais qui nous dit que finalement, effectivement, on a aujourd'hui plusieurs profils. On ne peut pas dire je suis actif ou alors je suis inactif sédentaire et être aussi dichotomique que cela. Non, il y a plusieurs profils et aujourd'hui, quand on regarde les différentes études sur les risques cardio-métaboliques, les risques de mortalité, etc., ce sont ces 4 profils qu'il faut absolument distinguer. Donc, en parlant de risques pour la santé, justement, si on regardait un petit peu les risques dissociés dans un premier temps, individualisés de l'inactivité et des comportements sédentaires. Je ne vais pas m'attarder des chiffres, vous pouvez en trouver pléthore, d'accord ? Je vais juste en prendre des parlants en tout cas. Ici, si on regarde ces données de 2012, il est indiqué que l'inactivité physique, c'est-à-dire le manque d'activité physique, est responsable de plus de décès par an que le tabac, par exemple, lorsque l'on contrôle, bien entendu, pour un nombre important de facteurs que je ne vais pas détailler ici. Et selon l'OMS, l'inactivité physique, au début des années 2010, était responsable de près de 10% des décès en Europe, ce qui est considérable. Juste l'inactivité physique. Quand on regarde de manière séparée, ça ne se voit pas très bien, donc je vais vous expliquer, la sédentarité, les comportements sédentaires, ça montre que cette étude nous montre que plus on accumule de comportements sédentaires et plus notre risque d'avoir des causes de mortalité est important, que ce soit toutes causes confondues ou certains cancers. Et d'après cette étude, qui avait quand même des milliers de sujets, lorsqu'on augmente de par notre changement de vie, l'arrêt de notre travail, ou alors on prend un nouveau travail, etc., comme on le verra très bien avec Amandine tout à l'heure, quand on change ses comportements, et si l'on augmente d'1 heure par jour son comportement sédentaire, ses comportements sédentaires, on peut augmenter de près de 22% son risque de diabète de type 2. Donc vous voyez que ce n'est pas anodin de différencier inactivité, sédentarité, et de bien comprendre les deux, non pas à un instant T, mais tout au long de notre vie, comme on va le voir, et les changements qui en découlent. Alors je vous ai dit qu'il ne fallait pas les dissocier non plus, et qu'on pouvait être actif, sédentaire, inactif, ou sédentaire. Et donc, dans cette étude, vous avez simplement, sur votre côté gauche, des gens qui sont inactifs, et sur le côté droit, des gens qui sont actifs. Et vous pouvez voir que pour selon que vous avez des inactifs et des actifs, leur niveau de sédentarité va avoir une implication. En d'autres termes, et pour vulgariser cette diapositive, quelqu'un de très actif, mais qui a un très haut niveau de sédentarité, c'est-à-dire qui s'engage dans beaucoup de comportements sédentaires par jour. Prenez les sportifs de haut niveau. Ils s'entraînent 5-6 heures par jour, très haut niveau d'activité physique. Et pour autant, ils montrent des comportements sédentaires très importants le reste de la journée. Et bien, ces gens-là peuvent avoir les mêmes risques de mortalité que des gens beaucoup moins actifs, mais qui ont aussi un niveau de sédentarité bien inférieur. Donc vous voyez qu'il y a un effet dissocié sur la santé de l'activité physique, de l'inactivité physique et des comportements sédentaires. Alors, j'ai pas pu résister à cette diapositive parce que vous allez voir, les chiffres en sont très alarmants et je pense qu'ils parlent beaucoup plus et beaucoup mieux que moi. C'est un papier dans Lancet par Ekelund qui montre très bien, c'est exactement la même nomenclature, 4 quartiles en fonction du niveau d'activité physique et puis on a restratifié en fonction du niveau de sédentarité. C'est exactement le même modèle que l'étude précédente. Par contre, il nous montre qu'effectivement, plus on est sédentaire, quel que soit notre niveau d'activité physique, et plus on risque d'avoir un problème, ou en tout cas des risques de mortalité. Et dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est qu'il montre que pour 7 à 8 heures de temps passé assis par jour, ce qui est à peu près le cas de tout le monde, d'accord ? Pour 7 à 8 heures de temps passé assis par jour, il faudrait, pour annuler les effets néfastes sur la santé, faire une activité physique modérée pendant 75 minutes par jour. Donc on verra tout à l'heure les recommandations, vous verrez qu'on est bien au-delà des recommandations, il faudrait être très actif rien que pour annuler ça. Et là, c'est pour le temps passé assis. Et ce que nous montre Ulf Ekelund dans cette étude, c'est qu'en plus, quand vous rajoutez la dimension écran, et non pas simplement être assis, le temps d'activité qui est nécessaire pour annuler les effets est exponentiel. Donc vous voyez, c'est pas simplement avoir un comportement sédentaire, la nature du comportement sédentaire va aussi avoir une importance très importante. Et tout au long de notre vie, prenez un employé du secteur tertiaire qui passe 8 heures par jour devant son écran au bureau, les implications, je vous laisse bien entendu en tirer toutes les conclusions. Alors on m'a demandé de vous donner quelques chiffres, je ne vais pas rester longtemps, mais je suis obligé de vous montrer les statistiques qui ressortent du rapport de l'ONAPS, bien sûr, je suis de l'Observatoire de l'activité et de la sédentarité, donc c'est bien évident. Globalement, 4 enfants sur 5 ne respectent pas les recommandations, d'accord ? On tombe à 2 adolescents, puis un adulte sur 3 n'atteint pas les recommandations en termes d'activité physique. Et en termes de sédentarité, vous pouvez trouver tout ça sur le site de l'ONAPS, onaps.fr, et c'est très bien détaillé et argumenté.
Et puis pareil, on a des statistiques sur la sédentarité. Et là aussi, vous voyez que le temps d'écran, ici c'est 3 heures par jour qui a été pris en référence. On a quand même 25% des enfants qui passent plus de 3 heures par jour devant un écran. Et on va atteindre jusqu'à 86% à l'âge adulte. D'accord ? Donc c'est très important et ça nécessite vraiment qu'on se penche sur ces recommandations et le lien entre ces recommandations et la santé. Pour tout ce qui est des enfants, j'en profite pour vous dire que le report card détaillé sur l'activité physique et la sédentarité plutôt chez les enfants, dont les résultats ont été divulgués cet hiver, sa version longue sortira d'ici 15 jours. Alors, quelles recommandations, justement ? Vous pourrez en trouver beaucoup de recommandations. Vous savez, toutes les sociétés savantes ont plus ou moins leurs recommandations. Je vais vous prendre les recommandations générales de l'OMS. C'est quand même le plus simple ici. Et qu'est-ce qu'on voit ? Qu'en dessous de 6 ans, il faudrait 3 heures par jour. On parle de mobilisation physique, d'accord ? Faire des jeux, notamment beaucoup de jeux. Et c'est intéressant, les recommandations d'activité physique aujourd'hui ont avec elles des recommandations en termes de sédentarité, ce qui n'était pas le cas il y a encore 5 ou 6 ans. D'accord ? On dit merci aux Canadiens pour ça. Et maintenant, les Canadiens ont aussi les recommandations de sommeil et les 24-hour guidelines qui ont été mis en place. Et donc, on voit qu'il faudrait moins d'1 heure d'écran par jour en dessous de 6 ans. Si vous avez des enfants, je vous laisse un petit peu compter. On en est aussi relativement loin. Entre 5 et 18 ans, pour faire très simple, vous avez tout ça de détaillé dans beaucoup d'ouvrages, mais là, c'est au moins les grandes tranches d'âge. 60 minutes par jour d'activité modérée à intense et moins de 2 heures d'écran. Et alors, quand on devient adulte, en tout cas au-dessus de 18 ans, c'est 150 minutes par semaine. Vous vous rappelez, 150 minutes par semaine, je vous ai parlé tout à l'heure de 75 minutes par jour pour annuler les effets de 7 heures de temps passé assis. Donc vous voyez que les recommandations, il faut quand même être très prudent, bien entendu qu'elles sont valables et bien entendu qu'il faut tendre à ces recommandations. Mais il faut faire très attention quand on dit à un patient ou à n'importe qui, il faut atteindre les recommandations pour la santé, il faut savoir d'où on part, il faut y aller progressivement. Et ces 150 minutes, bien entendu, par semaine, il faut faire attention parce qu'on passe beaucoup de temps assis. Et donc, il est recommandé que toutes les 2 heures passées assis, c'est notamment pour les employés du secteur tertiaire, on se lève entre 15 et 30 minutes. Alors, Santé publique France a très récemment sorti aussi des recommandations et elles méritent d'être soulignées. Pourquoi ? Puisque je viens de vous dire qu'il y avait des limitations à aller dire à quelqu'un « faut que tu fasses 150 minutes par semaine ». Et eux ont décidé de ne pas utiliser de cut-off et on dit « bah voilà, on va pas quantifier les choses ». Par contre, ils utilisent des termes qui sont très importants, c'est de l'encouragement. Il faut augmenter, il faut réduire, il faut aller vers, il faut améliorer. Et c'est ces petites étapes qui vont être importantes en termes de recommandations, en ayant en tête, bien entendu, les quantifications que je viens de vous présenter, mais c'est surtout le fait d'aller vers ces recommandations qui va être important à tout âge, et c'est pas toujours facile comme on le verra plus tard. Une étude a très bien montré, si je devais l'illustrer, et j'ai bientôt terminé, mais si je devais l'illustrer, une étude dans le British Medical Journal a récemment très bien montré que rien que le fait, c'est une méta-analyse, alors je suis navré, le pointeur, ah si, il marche, hop. Rien que le fait d'augmenter un tout petit peu son activité physique par jour, on est loin des recommandations que je vous montrais tout à l'heure, a déjà des effets significatifs sur la santé, sur la mortalité, sur la santé cardio-métabolique. Et notamment, si l'on regarde ici, c'est une étude du Lancet, regardez, augmenter simplement de 13 à 14 minutes par jour son activité physique, même avec une intensité faible, et vous pouvez réduire de 14% quasiment votre risque de mortalité. Donc vous voyez qu'on est loin des recommandations, mais on ne peut pas dire que les conséquences en termes de santé, les résultats en termes de santé ne soient pas significatifs et ne soient pas très clairement importants. Donc finalement, tout ça, c'est un petit peu une introduction à ce qui va être présenté aujourd'hui et au travail qui a été réalisé par le fonds, qui dit qu'il y a différentes étapes dans la vie et que chaque étape va amener son lot de changements et que ces lots de changements vont complètement reconfigurer ce triptyque entre activité physique, sommeil et alimentation. Et finalement, il n'y a pas très longtemps, on a eu la chance avec le professeur Duclos de reprendre un modèle qui était connu, qui était le modèle de Blair dans les années 80 et qui disait voilà, mon niveau d'activité physique à un instant T, il ne va pas non seulement déterminer ma santé à un instant T, mais il va aussi déterminer ma santé future et mes habitudes futures. Et on a rajouté la notion de sédentarité. Effectivement, ma sédentarité aujourd'hui va ancrer des comportements en moi qui vont se répercuter pour le futur. Et il va être d'autant plus difficile de lutter contre cette sédentarité quand j'ai vraiment ce comportement et quand c'est devenu une habitude. Et les différentes époques de la vie que nous allons traverser aujourd'hui avec l'exposé d'Amandine vont montrer que c'est très compliqué et qu'il faut absolument concilier activité physique, promotion de l'activité physique dans le quotidien et lutte contre les comportements sédentaires dans le quotidien. Et finalement, je pense que l'idée, ça serait peut-être qu'à un moment donné, on rajoute le sommeil à ce modèle-là, puisqu'évidemment, tout ça va de pair.
Donc les mots-clés, c'est quoi? C'est que la sédentarité, s'il vous plaît, ce n'est pas l'inactivité. Vous avez bien vu que les effets sur la santé sont différents, sont indépendants, et ça a une réelle implication lorsque l'on veut agir. L'activité et sédentarité, je viens de vous le dire, ont des effets indépendants, et que l'activité physique, ça commence par un simple pas. Activité physique ne veut pas dire recommandation. Les recommandations, ce sont des repères, d'accord? Il faut les adapter, pardon, il faut les adapter, aller vers une progressivité pour les atteindre, et surtout rester vers de l'individualisation, aussi bien pour sa santé que pour son bien-être au quotidien. Je vous remercie de votre attention.